Merci beaucoup. Ne faisant pas un exposé, tirant les conclusions, je vais me permettre de rester assis. Je crois que on a une bonne vue sur l'ensemble de la salle. Je vais vraiment changer de matière et vous descendre sans doute parce que je crois que je vais m'intéresser au sujet du jour, car les derniers débats que j'ai entendus, très intéressants et démontrant d'ailleurs un certain malaise, étaient tout à fait en dehors. Si vous me demandez de parler de la discipline, ça durera très longtemps. Je suis président du conseil de discipline de la Cour d'appel de Bruxelles. Je fais ça, hélas, depuis une vingtaine d'années et dans la mesure où vous avez besoin d'une idée à l'occasion, toujours à disposition. Mais parlons de la déontologie. Alors, la déontologie, et je vais vraiment sortir de ce qui a été dit parce que il y a deux techniques. Il y a la technique qui consiste à résumer ce qui a été dit par les uns et par les autres, mais vous avez tous écouté très attentivement, vous avez entendu comme moi, donc je ne vais pas reprendre ça, mais je vais essayer de faire une petite synthèse et de répondre, parce que c'est une question, le grand écart avec les lois du marché. Est-ce qu'il y a un grand écart ou est-ce qu'il n'y en a pas en réalité ? Or, la déontologie, c'est quelque chose de très curieux. C'est quelque chose que dans nos professions, on pratique comme M. Jourdain faisait de la prose. Si vous vous posez une question de bon comportement, et on s'en pose tous les jours dans son métier, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et qu'il y a un problème de nature comportementale, et donc un problème déontologique potentiel que l'on résout soit de soi-même, soit en demandant son avis à un ami éminent, ou au barreau à son bâtonnier, ou à un président de chambre. Bon. Or, ce mot déontologie est assez curieux, c'est du grec, qui est utilisé dans les pays de tradition latino-germanique et que vous n'avez absolument pas dans le monde anglo-saxon, où on parle de ethical, on parle d'éthique. Ce sont les problèmes éthiques. C'est la même chose, c'est le même mot, mais le plus curieux, c'est que l'invention du mot est anglaise. Alors, vous connaissez tous Jeremy Bentham, et moi aussi, mais j'ai quand même été sur mon ordinateur, parce que c'est lui qui a inventé le mot, en réalité. Et Jeremy Bentham est un étonnant personnage. Il est né en 1748 à Londres. Il est mort en 1832, un peu après l'indépendance de la Belgique. C'est un philosophe, un jurisconsulte et un réformateur. Il préconise le libéralisme. Et regardez, nous sommes donc en 1800. Il prône la liberté individuelle, la liberté d'expression, la liberté économique, la séparation de l'Église et de l'État, le droit des animaux, on arrive sur l'actualité, l'égalité des sexes, le droit au divorce, bon, ce problème a avancé, l'abolition de l'esclavage et la peine de mort. Et 2 ans après sa mort, apparut un ouvrage qui a été publié par son exécuteur testamentaire, Déontologie aux sciences de la morale. Et c'est lui qui invente ce terme, en tout cas dans tous les ouvrages qui en parlent, on le lui attribue. Et donc ce mot déontologie est d'origine anglaise et n'est plus utilisé en Angleterre. Et 4 lignes que je vous lis. Au début de cet ouvrage, que vous trouvez d'ailleurs sur Internet dans la traduction de 1834, il écrit « Le mot déontologie est dérivé de 2 mots grecs, to deon, ça, ceux qui ont fait du grec, ce qui est convenable, enfin dein, le devoir, ce qui est convenable, et logia, qui est la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de ce qui est juste ou convenable. Ce terme est ici appliqué à la morale, c'est-à-dire à cette partie du domaine des actions qui ne tombe pas sous l'empire de la législation publique. Vous voyez, on est au-delà de la loi. Au-delà de la loi, il y a des règles de comportement qui ne sont pas dans la loi. Il ne vise pas une profession. Et il ajoute cette belle formule, comme art, c'est faire ce qu'il est convenable de faire, comme science, c'est connaître ce qu'il convient de faire. Je trouve ça bien résumé. Et second passage, ce qui est fort intéressant aussi, puis j'arrive à des choses plus concrètes, rassurez-vous, il dit la base de la déontologie, c'est le principe de l'utilité. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'une action est bonne ou mauvaise, digne ou indigne, qu'elle mérite l'approbation ou le blâme en proportion de sa tendance à accroître ou à diminuer la somme du bonheur public, et il serait inutile de chercher à prouver que la sanction publique, en tant que la question sera comprise, s'attachera à la ligne de conduite. Vous voyez qu'il parle en général, mais si vous appliquez ça à une profession, c'est bien ça.
c'est le bon fonctionnement de la profession par le respect d'une série de règles entre ses membres. Ce qui profite aux membres, parce que la déontologie est souvent une protection, quand on suit les règles, ça profite à l'ensemble de la profession, je parle dans un monde idéal, et ça profite au public et aux clients qui a affaire à une profession qui se comporte convenablement. Alors, quand on parle de déontologie, encore 2 points, je dirais, d'histoire ou d'éthique. Il y a une déontologie mère dans le monde juridique. Je ne parle pas des médecins, qui, eux, depuis toujours, ont des règles, enfin, le serment d'Hippocrate, dont tout le monde a entendu parler. C'est le secret professionnel du médecin à qui vous allez décrire votre état de santé. C'est le plus ancien. Après ça, il y a eu Cicéron dans les Philippiques qui explique que l'avocat ne peut pas aller raconter tout ce que son client lui dit. Mais ça, c'est dans un commentaire. Et puis, vous avez eu le secret de la confession, qui est le 3e. Ce sont les 3 piliers. Eh bien, au niveau de la profession d'avocat, je m'excuse d'en parler, c'est pas parce que je suis avocat, mais c'est parce que tout de même, c'est de là que ça vient. Tout vient essentiellement dans l'époque actuelle de Napoléon. C'est très curieux de voir ce général de formation qui est resté 25 ans en fonction, pas plus. On dit que les choses vont vite maintenant, mais entre le début et la fin de l'île Belle, c'est 25 années où il a été premier consul, enfin bref. Qui a veillé lui-même. Bon, les avocats avaient été supprimés. Pourquoi? Parce que c'était une corporation. Les anciennes corporations médiévales, c'était la liberté, c'était le libre plaideur. Et Napoléon avait dit qu'il fallait se méfier comme la peste des avocats, puisque c'était des empêcheurs de gouverner en rond. Il ne les aimait pas. Mais finalement, Cambacérès, son ami, qui lui était avocat de formation, enfin son ministre, est parvenu à le convaincre. Et il y a un décret de 1810 qui a recréé les ordres, l'ordre des avocats, sur base des anciennes corporations. C'était l'idée. C'est l'idée de l'inscription obligatoire, qui est en principe contraire à la liberté du commerce et de l'activité. Mais Napoléon l'a fait pour contrôler le barreau. Il a recréé des ordres pour être sûr qu'il y avait des gens convenables qui étaient. C'était le procureur général qui désignait le bâtonnier, etc. Et ce qui est très curieux, c'est que de ce mouvement est sorti après une démocratisation de la profession qui a gardé la structure, mais qui a repris le pouvoir au sein de la structure. Mais je vous dis ça simplement par le fait que les conseils de l'ordre avaient donc une compétence spécifique disciplinaire de prendre les sanctions qu'on vient d'évoquer, depuis l'avertissement jusqu'à la radiation. Et donc, ayant une compétence disciplinaire, ils avaient une compétence déontologique, puisqu'ils devaient apprécier le comportement et dire ce qui était convenable, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Puis dans la caisse, c'est assez simple. Bon, mais alors, il y a tout. Et donc, des règles ont été élaborées par ces mêmes conseils de discipline, parce que les conseils de l'ordre s'appelaient conseils de discipline, de façon à apprécier. Et vous étiez dans une situation qui actuellement est contraire à tous les principes de la Convention européenne des droits de l'homme, dans laquelle un conseil de l'ordre local élaborait des règles, des usages, un peu comme les commerçants, qui faisaient des usages commerciaux et des pareils, on faisait des règles, puis les appliquait, et le bâtonnier qui poursuivait était en même temps celui qui présidait le conseil qui condamnait. Bon, inutile de vous dire que tout ça a disparu, évolué. Mais si je le reprends, c'est simplement pour vous dire que ces règles déontologiques, elles sont de différentes matières, et alors j'en arrive à notre sujet, rassurez-vous tout de suite. C'est que vous avez des règles purement éthiques. Dignité, probité, délicatesse, loyauté, mais à la limite tout le monde, même le plombier, doit se comporter correctement, etc. Ce sont des règles morales importantes qui simplement peuvent faire l'objet d'une sanction professionnelle indépendamment d'une sanction civile ou pénale qui est de la compétence des tribunaux. Vous avez alors des normes non éthiques, mais dont la violation est extrêmement dangereuse. Prenez par exemple, je reviens toujours à l'avocat, c'est le contact avec les témoins. Dans nos pays, il est strictement interdit et sanctionné disciplinairement de prendre un contact avec un témoin avant l'audience. Dans les pays anglo-saxons, vous devez prendre contact avec le témoin que vous convoquez et vous devez le préparer
Ça fait partie de vos obligations professionnelles. Donc, ça, c'est une règle déontologique, mais qui est fonction du type de procédure. De la même façon qu'il n'est pas moralement dit qu'on doit rouler à droite ou à gauche, mais si vous roulez à droite en Angleterre et que vous tuez quelqu'un, c'est grave. Donc la règle est purement technique, mais elle a des conséquences morales importantes. Et puis alors, vous avez toutes les règles, les élections, le mode d'organisation de la profession. Et donc, en réalité, la déontologie, c'est au sens strict le respect de comportements convenables, et au sens large, ce sont nos règles professionnelles qui comportent des tas d'éléments qui ne sont pas proprement déontologiques. Il y aurait des développements, mais je ne vais pas les faire, par exemple, sur le secret professionnel. Encore qu'un mot, et puis j'en arrive alors à l'examen de notre problème. Le secret professionnel qui existe dans toutes nos professions, mais qui a un contenu et une assiette différente en fonction de la nature de ce qu'on attend de nous. Il est certain que le secret professionnel de l'huissier existe, mais il n'a pas exactement la même portée que celle de l'avocat qui va avoir besoin de renseignements qui vont au-delà de l'acte qu'on vous demande de poser. Si on ne vous demande de poser qu'un acte, une signification, il y a toute une série de choses que vous ne devez pas nécessairement savoir. Bon. Le secret professionnel, il est protégé. Il est protégé depuis toujours par les usages, je vous dis. Le premier, c'était les médecins. La preuve, c'est que l'article 458 du Code pénal, qui est le texte qui est fondateur du secret professionnel chez nous, vise la profession médicale et paramédicale et ne cite pas les autres, et notamment pas les avocats, mais tout le monde est bien d'accord pour dire que ça s'applique. Ce secret professionnel, il est d'abord contractuel. Je dois la confidentialité à quelqu'un qui vient me raconter des choses. Il est de portée déontologique, professionnelle, parce que les gens ont intérêt à savoir qu'ils vont aller trouver quelqu'un qui ne va pas aller raconter toutes les confidences qui ont été faites, confidences qui sont destinées à le rester. Hein. Il y a des choses qu'on doit dire pour un client, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et il est de portée publique, puisqu'il y a une sanction pénale chez nous. Dans d'autres pays, c'est inscrit dans la Constitution, et je vous signale que dans notre pays, toute la jurisprudence en matière de blanchiment applicable à l'avocat l'a appliqué sur question préjudicielle à Luxembourg comme un principe quasi constitutionnel. C'est la Cour constitutionnelle qui en a fait un principe alors qu'il n'est pas inscrit dans la Constitution. Eh bien, ce secret professionnel pose une question. Est-ce que la déontologie, dans certains cas, l'emporte sur la loi? Question qui est classique pour le barreau, mais qui, à mon avis, ne se pose pas pour votre profession, et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Le témoignage en justice. L'article 458 du Code pénal prévoit que vous commettez une infraction en violant le secret professionnel, sauf en cas de témoignage en justice. Si vous témoignez en justice, vous ne pouvez pas être poursuivi pénalement, mais vous allez être sanctionné disciplinairement, parce que comme avocat, vous ne pouvez pas témoigner dans une affaire que vous avez connue. Alors, dans la mesure où un texte de loi, comme dans les pays anglo-saxons, autorise l'avocat à être délié de son secret professionnel si le client l'en délie, ce qui n'est pas possible chez nous, c'est une faculté. Il peut le faire. Et donc, il refusera. Par contre, si un texte obligeait quelqu'un à le violer, je vais me dire, oui, mais si un texte de loi le fait, eh bien, c'est là que nous avons la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de Luxembourg, d'ailleurs, qui, dans les affaires de blanchiment, ont statué et ont pris les exceptions voulues, parce que l'article 6 de la parce que le secret professionnel, d'après Strasbourg, mais ça vaut pour votre profession, il est basé, sur l'article 6, qui est le droit au procès équitable, et que sans confidence, on ne peut pas se confier et donc donner les armes à son défenseur, et il est confié sur l'article 8, qui est la protection de la vie privée. Et je vous signale que Strasbourg sanctionne les perquisitions dans les cabinets d'avocats, au domicile privé ou dans la voiture d'un avocat où il faut un représentant du bâtonnier pour que la procédure soit régulière. Donc, nous avons... Alors, voilà. Quelles sont les relations et quel est le problème par rapport aux lois du marché et le lien entre les règles déontologiques et les règles légales?
Mais je crois que ce qui est important, c'est un champ d'application restrictif. Il faut que chacun reste dans sa sphère de compétences. Ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui mène parfois à des problèmes assez compliqués. Je vous donne un exemple. Il y a des interventions du législateur directement dans la déontologie. Ça existe. Et il faut le respecter, pour autant que ce soit conforme aux conventions internationales que je viens de citer. Si vous prenez, je connais moins le chapitre, mais enfin le barreau et les huissiers, nous sommes dans le code judiciaire, ce qui prouve bien que nous sommes, certains disent des auxiliaires de justice, on dit en France, et pour le barreau, Sire Cambier avait dit que nous étions des organes de la justice, ce qui fait un peu importe. On est dans le code judiciaire et on est dans la procédure. Et à ce titre-là, il y a des règles d'incompatibilité. Le législateur a dit qu'en Belgique, un avocat ne pouvait pas être notaire. On pourrait décider le contraire. Ben, on le respecte. Au-delà de ces règles d'incompatibilité légale, vous avez alors des incompatibilités qui sont décrétées par le barreau. Est-ce qu'on peut être médecin et avocat? Ça a été discuté. On a finalement décidé oui dans un ou deux cas, mais de gens qui finalement ne pratiquent plus la médecine parce que, comment voulez-vous, mais enfin qui ont un diplôme et qui, à titre accessoire, il y a eu le fameux problème des prêtres, de savoir s'ils pouvaient ou non être membres des ordres, etc. Donc vous voyez, le législateur intervient en disant « je dis qu'il y a des incompatibilités ». Il intervient dans la matière des honoraires en disant que si l'honoraire excède les bornes d'une juste modération, l'ordre ou les tribunaux peuvent les réduire malgré l'accord des parties. C'est un texte légal. Et il interdit le pacte des quota litis, c'est-à-dire l'honoraire uniquement sur le résultat. Donc, le législateur intervient, parfois intempestivement et parfois en répétant, et maintenant nous sommes dans toutes les époques de transparence, etc., dans lesquelles il intervient un peu à tort ou à raison, mais à la limite, c'est son droit, et tant qu'on respecte les droits fondamentaux, il n'y a pas de problème. La déontologie, ça, elle doit aussi rester, et j'insiste là-dessus, dans sa sphère de compétence. Or, si je prends les usages de ma profession, on a connu beaucoup de cas dans lesquels des règles déontologiques ont dû être abrogées. Je prends par exemple, j'en parlais, des barèmes d'honoraires. Non pas que les ordres n'ont aucune compétence en matière d'honoraires. Un conseil de l'ordre peut réduire des honoraires excessifs, ou il peut donner un avis, mais un avis d'expert à un tribunal qui va statuer. Mais on n'est pas autorisé légalement à aller au-delà. En fait, la compétence déontologique, qui est celle des ordres en général, touche essentiellement à deux points, la compétence et l'honnêteté, disons. Toutes les règles de compétence sont des règles justifiées. Ce sont toutes des règles limitatives du libre exercice d'une activité. Nous vivons dans un pays, par exemple, dans lequel il faut être nommé pour être huissier ou notaire, mais il faut être inscrit à un ordre pour être avocat. Vous avez des pays, à Genève ou en Suisse, où vous êtes agréé par le tribunal ou membre de l'ordre, qui est une association privée. États-Unis, la même chose. Dans une bonne moitié des États, vous êtes libre de vous inscrire ou non, sinon c'est un tribunal qui vous agrée. Mais à Washington DC, Californie et d'autres, il y a une inscription obligatoire aux ordres locaux. Il y a beaucoup de différences aux États-Unis de législation d'un État à l'autre. C'est une limitation à la liberté. Contrairement à ce que j'ai entendu tantôt, c'est totalement admis au niveau de l'Union européenne. Il n'y a pas de problème. Et on admet non seulement l'existence des ordres, on admet le contrôle de l'accès à la profession, puisque pour devenir avocat, par exemple, non seulement vous allez prêter serment devant la cour d'appel, mais vous devez demander votre inscription et l'ordre a le droit de la refuser, pour autant qu'il ne statue que sur des bases de compétences ou d'honorabilité. Vous avez été condamné, vous avez un passé douteux, etc. Mais rien n'autoriserait un ordre d'avocat à instaurer un numerus clausus de fait. Ce serait totalement illégal. À partir du moment où quelqu'un répond aux critères, on doit appliquer la loi. Et donc, vous voyez que sur ce plan-là, les dispositions légales générales en matière de concurrence, mais en toute matière,
cette loi funeste sur l'abus dont nous avons entendu une description au Picrate et à juste titre, parce que c'est un texte est quand même invraisemblable. En attendant, il s'applique à un huissier, à un avocat ou à n'importe quel justiciable. Et donc, en réalité, la déontologie, il y a des cas, la formation. Un ordre est parfaitement habilité. D'abord, la loi exige que vous ayez un diplôme. Merci beaucoup. Et puis, on peut exiger que vous suiviez des cours, que vous suiviez une formation permanente. Ce ne sont pas des restrictions. Il y a quelques années, une quinzaine d'années, il y a un aimable citoyen d'un pays lointain qui était, je crois, au barreau d'Arlon et qui avait évoqué devant le Conseil de la concurrence que le fait d'exiger, il avait raté le CAPA, je crois, 12 fois, alors qu'il est prévu qu'on peut le passer 3 fois au maximum, et il expliquait que c'était contraire à la libre concurrence, ça n'a pas été retenu. Ça, ce sont des exigences de diplôme, de qualité, d'inscription et de contrôle, pour autant qu'elles soient faites sur base de critères réels. Et donc là, vous avez toujours une possibilité de contrôle par les tribunaux ou par les autorités. J'ai 2 exemples, mais il y en a plusieurs, de décisions d'ordre qui ont été sanctionnées, soit sur le plan national, soit au plan international. Il y a quelques années, nos amis luxembourgeois, toujours fort aimables, avaient imaginé que pour être avocat à Luxembourg, il fallait parler le luxembourgeois. Vous allez me dire, c'est un peu normal de parler le luxembourgeois. Oui, sauf que devant les tribunaux luxembourgeois, on plaide en français. Il parle luxembourgeois dans le couloir, mais une fois qu'il plaide, il passe en français. Donc on ne voit vraiment pas en quoi la connaissance du luxembourgeois leur donne même l'accès aux tribunaux. Et puis vous avez, sur les 3000 qui sont, il y a 1500 luxembourgeois, 1500 étrangers, les autres font du droit financier, etc. Ils parlent anglais toute la journée et pas une autre langue. Ben, le Grand-Duché a rapidement dû, sous la pression européenne, il n'a même pas fallu plaider. Donc vous voyez, voilà une règle déontologique dévoyée. Donc cette déontologie qui est libre, elle est soumise à un contrôle et vous avez un délicat équilibre. Je ne veux pas prédire des malheurs à nos amis de l'OVB, mais ils ont pris un règlement récent disant qu'en cas de faillite, on était omis d'office. C'est, à mon avis, totalement illégal. Il y a un recours, d'ailleurs, devant la Cour constitutionnelle que je vous annonce déjà pratiquement le résultat. Pourquoi bon, maintenant, on peut être déclaré en faillite, tous. Vous comme nous, bon, c'est comme ça. Pourquoi pas, d'ailleurs, je vous signale qu'à Bruxelles, il y en a déjà, on a déjà dépassé les 20. Bon. C'est d'ailleurs l'occasion pour certains de rebondir, de faire un fresh start, d'avoir une excuse. Enfin bon, et puis ça règle des problèmes patrimoniaux importants, parfois des malheureux, parce que beaucoup n'étaient pas malhonnêtes, mais se trouvent dans une situation difficile. Mais il est bien évident que la sanction de la faillite n'est pas l'interdiction. C'était dans le temps une interdiction professionnelle automatique qui a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour d'arbitrage. Pour vous interdire une profession, il faut une décision judiciaire, motivée. Alors effectivement, s'il y a des motifs, etc. Ben maintenant, un avocat qui est déclaré en faillite, cette règle déontologique, il a le droit de travailler le lendemain. Autre chose est de le poursuivre au disciplinaire si les causes de sa faillite sont illicites. Donc vous voyez que la déontologie, dans tout ce que j'ai entendu, notamment cet après-midi, si vous êtes dans la législation sur les marchés publics, enfin, ou la concurrence, vous avez à la respecter. Vous aurez quelques problèmes spécifiques, par exemple, en matière de secret, s'il faut mentionner des références de dossiers antérieurs, etc., où dans notre tradition, on ne pouvait pas le faire, mais enfin, sous la force des événements, maintenant, à l'anglo-saxonne, on admet parfois qu'avec l'accord du client, on puisse faire état, sans dévoiler le contenu du dossier, de. Mais donc, vous avez des petits aménagements spécifiques qui peuvent se poser, mais vous subissez la loi commune. De la même façon que si votre contrat et vos conditions d'intervention contiennent des clauses abusives, elles seront sanctionnées comme n'importe quel citoyen. Et je voudrais terminer, parce que je suis déjà fort long, pour vous dire qu'en réalité,
la déontologie n'est pas contraire à la législation. Il y a quelques points d'accrochage. Il y en a deux. Le premier qui a été résolu pour l'essentiel chez nous, c'est les déclarations de soupçons en matière de blanchiment. Mais la profession d'huissier n'est pas soumise à ces déclarations de soupçons. J'attire votre attention. Ah, pardon, vous êtes soumis. Oui, oui. Non, je m'excuse. Les notaires, forcément, et vous. Oui, oui. Mais comme nous. Mais le problème, en ce qui concerne ça, non, vous avez raison. Le problème sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que déclarer un soupçon est une chose et commettre l'infraction en est une autre. Hein. Donc, la première, c'est de ne pas commettre l'infraction. Et donc de participer activement ou même passivement à d'horribles turpitudes de quelqu'un qui vous fait faire une procédure fictive, ça existe. Hein. Et des arbitrages fictifs, c'est un des cas célèbres d'annulation d'arbitrage à la Cour suprême des États-Unis, alors qu'en principe, ils ne peuvent pas l'être, de gens qui ont monté de toutes pièces une fausse procédure pour faire passer de l'argent. Ça, c'est commettre, si vous l'êtes, vous serez condamné comme poursuivi et condamné. Par contre, la déclaration de soupçon, nous avons obtenu, nous, des garanties. C'est une partie de la profession qui est soumise. Si on ne fait que donner des conseils juridiques, on ne doit pas dénoncer. Et pour le reste, si on doit le faire, on passe par le bâtonnier qui exerce un rôle de filtre. Mais ça, c'est une législation en principe attentatoire au secret professionnel et aux obligations que l'on a. Il y en a une toute récente d'une convention internationale en matière, mais ça c'est toujours la même histoire fiscale, de construction fiscale internationale, où en principe les fiscalistes sont censés dénoncer, non pas ce qu'ils font, ils ne peuvent pas le faire, mais ce qu'ils apprennent. Et donc il y a des dangers sur ce plan-là. Alors, en ce qui concerne le respect de la législation, le numerus clausus, vous n'avez pas ce problème puisque vous êtes officier ministériel, etc. Alors maintenant, y en a-t-il trop peu? Ça, c'est une autre question. C'est une question politique. Mais dans l'état actuel des choses, il y a un danger, je l'ai dit ce matin, mais à mon avis, le départ des Anglais diminue un peu le danger parce que c'est chez eux que la situation était différente. Les Hollandais étaient fort branchés Royaume-Uni. Les barèmes professionnels, bien, vous avez tout dit à ce sujet. Clause abusive, marché public, on respecte la loi. Donc, en réalité, je pense que l'écart, il existe, mais il n'est pas plus grand et il est normal. Et finalement, une dernière considération, Robert de Bardemaker a très bien dit, pour le moment, tout le monde a son code de déontologie. Et ce n'est pas une critique. C'est très bien que dans tous les métiers, dans toutes les professions, on ait cette réflexion, que l'on fasse des codes de réflexion. Il y a simplement, et je termine là-dessus, une chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est qu'il y a un effet pervers, c'est qu'à vouloir écrire toute la déontologie, vous en arrivez à dire, si ce n'est pas interdit, je peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est totalement vicieux en matière déontologique. Parce que la déontologie n'a pas besoin de texte et ne devrait pas avoir besoin de texte. Mais je ne plaide pas pour des retours en arrière, parce qu'il suffit d'ailleurs de mettre un article 1 disant qu'il faut se comporter convenablement, et on a résolu le problème. Mais je termine par ça, par mon souvenir. Au début de mon bâtonnage, je m'en souviens comme si c'était hier, et ce n'était pas hier. Je vois un avocat devant moi, tout le matin, le bâtonnier en reçoit une flopée, et qui vient me raconter un truc un peu borderline. Je lui explique aussi calmement que c'est pas bien, et qu'il ne peut pas le faire, et qu'il doit arrêter. Et très, très, très poliment et très respectueusement, il me dit, monsieur le bâtonnier, j'entends ce que vous me dites, mais sur quel texte est-ce que vous vous basez? Et j'ai dit, sur aucun. J'ai dit, ça ne se fait pas, c'est tout. Et ça c'est le fondement du comportement déontologique qui ne doit pas supprimer nos règles, etc., mais qui est une question de comportement que l'on a en soi. Et je le répète, dans nos métiers tous les jours, on a des questions délicates qui se posent, qui n'ont pas toujours des portées gigantesques. Eh bien, il faut lire les bons auteurs, en discuter avec des confrères, résoudre le problème. Et pour le reste, mener avec allégresse sa profession. Et je souhaite à la vôtre des lendemains qui chantent avant les chansons.